Bonjour à tous. Je suis ravi d'être rejoint aujourd'hui par le professeur David Gibbs, auteur de nombreux livres, qui a également débattu à un moment donné avec Michael Chertoff, l'ancien secrétaire américain à la sécurité intérieure, sur ces questions très importantes. Nous sommes rejoints par lui aujourd'hui pour discuter du néoconservatisme, de l'ascension des riches, ainsi que de l'interventionnisme humanitaire. Ce sont des sujets importants et très pertinents. C'est un plaisir de vous rencontrer, enfin. Merci de m'avoir invité dans votre émission, Glenn Deason. Eh bien, je veux commencer par l'essor du néoconservatisme, parce que tout le monde entend parler des néocons. Habituellement, c'est associé à l'administration Bush, mais bien sûr, cela a une histoire beaucoup plus longue. Cette focalisation sur une politique étrangère interventionniste forte rend, pour certains, le concept de néoconservatisme contradictoire en soi. Mais comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? Parce que lorsqu'il est apparu pour la première fois, il n'était pas si dominant. Mais comment pouvez-vous expliquer ce que c'est, sa puissance croissante, et comment il s'est également répandu? Certainement, les gens qui regardent aujourd'hui l'Union européenne, ce qui était autrefois connu comme un projet de paix, la voient de plus en plus comme un projet néocon. Donc si vous voulez remonter à l'origine, comment pouvons-nous comprendre le néoconservatisme? Eh bien, regardons le contexte. Le contexte était la défaite des États-Unis, ou la défaite imminente des États-Unis au Vietnam. Cela devenait de plus en plus évident à la fin des années 60, après l'offensive du Tet, alors qu'il devenait clair que les États-Unis n'allaient pas gagner cette guerre. Bien sûr, en fin de compte, ils n'ont pas gagné la guerre. Et il y avait, bien sûr, le mouvement anti-guerre et une négativité publique croissante, non seulement à propos de la guerre, mais de tout le projet d'expansion à l'étranger. Cela a eu une mauvaise réputation au Vietnam. Et donc, il y avait un scepticisme public croissant, très clairement démontré dans les sondages d'opinion publique, représentés par le mouvement anti-guerre. Mais aussi, les Américains ordinaires devenaient très sceptiques à l'égard de la guerre. Dans ce contexte, il y avait ce qu'on appelait le syndrome du Vietnam, qui était une réticence de la part du public à soutenir de nouvelles aventures à l'étranger et à approuver des budgets militaires élevés. Lorsque Richard Nixon a été élu, il a en fait réduit le budget militaire de manière significative au niveau le plus bas de la guerre froide. Il ne voulait pas le faire, mais il n'avait pas le choix, car c'est ce que le public exigeait essentiellement. Il y avait une détente avec les Soviétiques, une relation beaucoup plus coopérative et basée sur la négociation avec les Soviétiques. Les grandes institutions de la politique étrangère, notamment l'armée et la présidence, ont été discréditées, surtout après que Nixon a été destitué. L'Agence centrale de renseignement a été endommagée par les audiences publiques du sénateur Frank Church, les audiences du comité Church, qui ont été dévastatrices pour sa réputation. Et je pense que toutes ces choses ont créé une atmosphère dans laquelle l'Empire américain a été remis en question, et le public ne le soutenait tout simplement plus, du moins pas dans la même mesure qu'auparavant. Dans ce contexte, il y a eu une sorte de réaction parmi certains éléments, tout d'abord de l'élite américaine, l'élite des affaires, notamment le groupe d'organisations connu sous le nom de complexe militaro-industriel par le président Eisenhower, mais aussi les investisseurs américains à l'étranger qui étaient très inquiets pour la sécurité de leurs investissements dans des régions instables. Ils avaient été protégés par des porte-avions et des bases américaines, et il n'était pas tout à fait clair si les États-Unis les protégeraient comme avant. Ils ont donc commencé à investir d'énormes sommes d'argent dans une campagne d'influence massive. Cela est très étroitement lié à une campagne d'influence simultanée pour générer ce qu'on appelle le néolibéralisme,
le passage à une économie de marché libre. Et les deux, ensemble, ont fonctionné avec un grand effet. En même temps, il y a eu un changement dans la vie intellectuelle américaine, où un groupe d'intellectuels de premier plan, à la fois dans les universités et parmi les écrivains de premier plan de New York, qui avaient été libéraux ou même gauchistes dans leur jeunesse. Certains d'entre eux avaient été trotskistes dans les années 30, de manière célèbre. Ils ont maintenant pris une direction durement de droite, d'où le terme néoconservateur, autrefois libéral, penchant à gauche, maintenant penchant à droite. Ils sont devenus certains des penseurs les plus à droite en Amérique. Le principe fondamental était, tout d'abord, de surmonter le syndrome du Vietnam et de dépasser le manque de respect pour l'autorité, mais aussi le refus d'intervenir à l'étranger. Ils étaient très fortement financés par les mêmes intérêts qui finançaient le complexe militaro-industriel. Liés à ce groupe et aux conservateurs de New York, il y avait essentiellement un mégaphone très efficace, pourrait-on dire, car ils étaient des écrivains talentueux, très talentueux, et pouvaient atteindre un large public avec une sorte de style littéraire. Et un flair littéraire. Donc en fin de compte, ce groupe, qui avait également, soit dit en passant, un point de vue extrêmement pro-israélien, considérait de plus en plus l'expérience des forces de défense israéliennes comme un exemple de ce que l'Amérique devrait être. Les Israéliens n'aiment pas négocier. Ils utilisent la force offensive. Et du moins, selon les néoconservateurs, ils le font efficacement. Les Israéliens ne sont pas toujours si efficaces, mais ils semblent efficaces. Et c'était la base de l'idée néoconservatrice. Ils ont eu une influence énorme, modifiant essentiellement la politique à la fin des années 70, dans une direction beaucoup plus à droite. Puis ils ont intégré l'administration Reagan. Ils étaient associés au Parti démocrate, mais ils ont rejoint le Parti républicain de manière assez fluide. Ils se sont déplacés entre les deux partis, et plus récemment, ils sont retournés au Parti démocrate. Ils voient cela comme beaucoup plus en accord avec leurs vues. Ils ont suivi ce que Rudi Dutschke d'Allemagne appelait la longue marche à travers les institutions. Dutschke était un nouveau gauchiste, mais ils ont fait exactement ce qu'il proposait. C'est-à-dire, ils ont complètement transformé toute la discussion sur la politique étrangère, au point que maintenant, tout l'établissement de la politique étrangère a essentiellement été converti au néoconservatisme. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défis à cela au sein de l'établissement. Et puis ils ont traversé l'Atlantique, et de plus en plus, l'établissement de la politique étrangère européenne, y compris dans les pays neutres ou anciennement neutres, comme la Suède, est maintenant entièrement néoconservateur. Et donc, je pense que c'est en grande partie la base de ce que nous voyons dans les deux grandes guerres en cours. La guerre en Ukraine et aussi la guerre au Moyen-Orient, ou devrais-je dire les guerres au Moyen-Orient. Si vous voulez les appeler des guerres, ce qui se passe à Gaza ressemble plus à un massacre orchestré, mais appelons cela une guerre, juste par commodité. Et donc, je pense que ce que nous voyons ici est un glissement généralisé vers le néoconservatisme, qui est pratiquement sans défi, à l'exception de l'administration Trump, qui est complètement en dehors du consensus en matière de politique étrangère et est très difficile à caractériser. De plus, en Europe, vous avez des partis populistes, y compris, à mon avis, des partis populistes peu recommandables, comme l'AfD en Allemagne. Ils sont également en dehors de ce consensus. Mais au sein des partis du consensus, le néoconservatisme est universel. Je me demandais cependant si la montée des récits a beaucoup à voir avec cela. Parce que on n'a pas besoin de remonter trop loin. Mais lors de la crise des missiles de Cuba, par exemple, c'était l'idée qu'il ne pouvait pas être admis qu'un accord avait été conclu pour retirer les missiles Jupiter de Turquie. Au lieu de cela,
L'argument était que nous les avons effectivement intimidés et qu'ils ont dû se retirer une fois que nous avons montré notre détermination militaire. Et encore une fois, je le mentionne parce que même après la guerre froide, une critique clé de l'ambassadeur Jack Matlock était qu'ils avaient convenu que la guerre froide s'était terminée par un compromis. Et il a soutenu que la leçon ici devrait être que la paix peut être atteinte par la compréhension mutuelle, la diplomatie et les négociations. Il a souligné que 2 ans plus tard, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, il a soudainement qualifié cela de fabrication de mythes, qui a commencé immédiatement. Donc soudainement, la guerre froide n'avait pas pris fin par la diplomatie. Elle avait été gagnée. Et elle avait été gagnée parce que les États-Unis avaient poussé les Soviétiques à la faillite en Afghanistan. Mais il y a cette idée générale qu'ils se sont affrontés, ont montré la volonté d'utiliser la force, ont tenu tête aux Russes, et que s'ils montraient juste assez de détermination militaire et ne reculaient pas, alors qui clignerait des yeux en premier? Eh bien, c'étaient les Russes, et c'est ainsi que la paix a été créée. On vaincrait ses adversaires. Encore une fois, la paix ne consiste pas à atténuer la compétition sécuritaire ou à parvenir à une compréhension mutuelle et à un compromis. Non, c'est vaincre vos ennemis. Et selon l'argument de Matlock, cela pourrait instaurer une mentalité très dangereuse, car cela suggérerait désormais que c'est ainsi que l'on crée la paix à l'avenir. Par la guerre. Oui, du pur militarisme, au lieu de s'accorder sur des compromis, ce qui serait alors simplement de l'apaisement. Voyez-vous un quelconque mérite à cela? Parce que la question de l'Afghanistan a également eu un énorme impact sur le récit de la fin de la guerre froide. Oui, c'est exact. Je pense que ce à quoi Jack Matlock fait référence, c'est que l'apparence était qu'il y avait une certaine symétrie dans la guerre froide, que Gorbatchev et Reagan avaient symétriquement tous deux convenu de mettre fin à la guerre froide par la négociation. Mais en coulisses, je pense qu'il y avait une certaine tendance, une fois de plus, menée par des néoconservateurs clés, notamment Paul Wolfowitz, le secrétaire adjoint à la Défense, qui voyait essentiellement qu'il y avait 2 visions à la fin de la guerre froide. L'une est que les États-Unis n'avaient plus d'ennemis. L'ennemi était devenu un ami. Tout d'abord, il s'est dissous. L'Union soviétique s'est dissoute, et ensuite, la Russie était assez proche d'un État vassal des États-Unis au début. Elle était incroyablement faible, et Eltsine n'était pas en position de défier les États-Unis. Et je pense qu'une opinion, comme je l'ai dit, était qu'il y avait cette situation où les États-Unis n'avaient pas d'ennemis. C'est une bonne chose de ne pas avoir d'ennemis. Mais une deuxième opinion a émergé. En premier lieu, il y avait une inquiétude de ne pas avoir d'ennemis, et les gens disaient ouvertement qu'ils regrettaient la guerre froide. Peut-être avons-nous besoin d'un nouvel ennemi. Car comment justifier des centaines de bases militaires américaines à l'étranger? Comment justifier l'OTAN? Après tout, le but de l'OTAN avait été de repousser ou de dissuader une invasion soviétique. Il n'y avait plus d'Union soviétique. Ils n'ont pas besoin de l'OTAN. Comment justifier l'OTAN? Et comment justifier un budget militaire de guerre froide aux États-Unis, ou même quelque chose d'approchant un budget militaire de cette taille? Le public réclamait un dividende de paix, ce qui suscitait de l'anxiété à ce sujet. Et il y avait aussi un certain sentiment parmi certains des néoconservateurs les plus intransigeants, notamment encore une fois Wolfowitz, que la fin de la guerre froide offrait aux États-Unis une opportunité unique, jamais offerte à une grande puissance dans l'histoire, à savoir que les États-Unis pouvaient établir une position de domination mondiale unipolaire sans égale sur l'ensemble du globe. Cela n'avait jamais été réalisé auparavant, ni par l'Empire romain, ni par les Britanniques, ni par les Néerlandais, ni même brièvement par les Allemands ou les Japonais, ni par les États-Unis pendant la guerre froide. Mais maintenant, après la guerre froide,
les États-Unis étaient en position de le faire. Et sa position, la position de Wolfowitz, était que l'objectif principal de la politique étrangère des États-Unis devait être, en saisissant ce moment, de ne pas renoncer à la domination américaine ou à tout type de dividende de paix selon lui, mais de saisir l'instant et de projeter l'influence américaine aussi loin dans le futur que possible, en intimidant les pays qui voulaient même envisager de défier les États-Unis, et en marginalisant autant que possible les Nations Unies. Il y avait des discussions sur le fait de faire du Conseil de sécurité de l'ONU un véritable arbitre des conflits internationaux, ce qui était, bien sûr, l'idée originale en 1945. Et l'idée était que nous pourrions réellement le faire après la guerre froide. Mais Wolfowitz a insisté sur le fait que non, ce serait un monde unilatéral et unipolaire, émanant de Washington. Cela a été incarné dans un document secret appelé le document de la directive de planification de la défense de 1992, qui exposait tout ce que j'ai mentionné et parlait des alliés des États-Unis en termes très condescendants ou adversaires, notamment l'Allemagne et le Japon. L'Union européenne était considérée comme un potentiel rival du pouvoir américain, et l'idée était que les États-Unis devaient utiliser leur influence pour essayer d'affaiblir l'Union européenne et faire de l'OTAN la principale force en Europe. C'était un document très agressif. Il a été divulgué au New York Times. C'est ainsi que nous en avons connaissance. L'administration Bush a tenté de le désavouer, car il semblait si agressif. Les alliés américains protestaient contre lui, et le New York Times a écrit un éditorial contre lui, et ainsi de suite. Mais en réalité, je pense que c'était le document fondateur de la politique étrangère américaine après la fin de la guerre froide. C'était vraiment l'équivalent du NSC 68, si vous voulez, qui était le document fondateur de la guerre froide à l'époque précédente. Ce serait le nouveau NSC 68. Et je pense que c'est très certainement le document qui est encore avec nous aujourd'hui, ou du moins l'était. Ce que Trump va faire est presque impossible à prévoir. Je ne pense pas qu'il sache ce qu'il veut faire. Mais jusqu'à ce que Trump introduise un élément imprévisible, ce document, le document de la Defense Planning Guidance, était, je dirais, le document clé pour comprendre toute la politique étrangère des États-Unis après la fin de la guerre froide. Et il devait être axé sur l'agressivité et la création d'ennemis. Il parlait de la Chine comme d'un ennemi potentiel, de la Russie comme d'un ennemi potentiel, même si la Russie était à genoux à l'époque. Et il y avait un certain ton de recherche d'ennemis. Et si vous cherchez des ennemis, vous trouverez des ennemis. Et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est presque une citation directe de James Baker à l'époque, qui disait que si nous continuons à essayer de faire de la Russie un ennemi, elle deviendrait un ennemi. Mais je me souviens du JPG parce que tout s'est passé si rapidement. En décembre 1991, l'Union soviétique s'est dissoute. Et le mois suivant, en janvier 1992, Bush a prononcé le discours sur l'état de l'Union, où il a clairement indiqué que la guerre froide ne s'était pas simplement terminée. Elle avait été gagnée. Et puis il a continué en disant, vous savez, l'Amérique était le leader de l'Occident. Maintenant, nous sommes le leader du monde. Et cela a en quelque sorte signalé une certaine intention. Et puis, je pense que c'était en février 92, lorsque le New York Times a divulgué ce document. Et c'était extraordinaire, parce que, comme vous l'avez également souligné, la principale politique étrangère des Russes à cette époque était de se rapprocher le plus possible des Américains et de l'Occident. Et pourtant, le document faisait même référence au cœur eurasien dans le langage de Mackinder, indiquant que les Russes resteraient en grande partie notre menace. Il appelait également à une introduction précoce d'un système mondial antimissile,
ce qui serait ce qui a été poussé lors du retrait du traité ABM en 2001. Mais encore une fois, non seulement les adversaires, mais cela incluait également les alliés, créant des préoccupations concernant le Japon et l'Allemagne. Encore une fois, les alliés. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien là le problème, n'est-ce pas? Dans un système hégémonique, il doit, dans une certaine mesure, s'appuyer sur un système d'alliance, n'est-ce pas? Une fois que des rivaux émergent à la périphérie ou que de nouveaux centres de pouvoir apparaissent, ce n'est plus unipolaire. C'est et aussi tout le principe des alliances en temps de paix. Si vous pouvez diviser une région en alliés dépendants ou en adversaires affaiblis, comme des Allemands dépendants contre une Russie affaiblie, ou des Arabes dépendants contre un Iran affaibli, il est difficile d'éviter de poursuivre un tel système si l'hégémonie est l'objectif, je suppose. Oui, c'est exact. Je pense que dans les années 1990, la principale menace que les États-Unis percevaient n'était même pas la Russie ou la Chine. C'était en fait l'Europe, l'Union européenne. Et les gens oublient que c'est une période de l'histoire très oubliée. Mais la France, depuis Charles de Gaulle bien sûr, avait toujours prôné une politique étrangère française indépendante, qu'il a en quelque sorte réalisée, et une politique étrangère européenne indépendante, qu'il n'a pas réalisée. Mais après la fin de la guerre froide, les Allemands adoptaient de plus en plus le même point de vue que les Français. Et c'était bien sûr le moteur de l'UO-Power, ou de la CE à l'époque. L'idée était qu'avec la fin de la guerre froide, on supposait que l'OTAN deviendrait simplement obsolète et que l'Union européenne prendrait le relais. Les États européens savaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment défier l'hégémonie américaine individuellement. Ils étaient tout simplement trop faibles pour cela. Mais collectivement, on pensait qu'ils pouvaient agir comme un contrepoids à l'unilatéralisme américain. Il y avait un certain ton, je pense, en Europe, que les États-Unis étaient en position d'établir presque, personne n'utilisait ce terme, mais presque comme une dictature mondiale ou quelque chose de proche de cet unilatéralisme. C'est toute l'idée. Et ils estimaient que c'était une situation malsaine et que l'Europe agirait pour au moins limiter le pouvoir américain dans une certaine mesure, au moins dans les domaines économiques et politiques, pas tellement dans les domaines militaires. Et les États-Unis considéraient cela comme une menace majeure et une préoccupation importante des États-Unis dans les années 1990, essayant d'empêcher que cela ne se produise. À l'inquiétude des Américains, même les Britanniques envisageaient parfois de rejoindre cet effort d'indépendance européenne. Cela a dû être très déstabilisant pour les Américains, étant donné le rôle historique de la Grande-Bretagne. C'était également l'une des principales préoccupations du document d'orientation de la planification de la défense, qui portait sur le fait de saper l'unité européenne si elle devait défier l'OTAN et établir l'OTAN comme le principal pôle d'influence. Autant que les États-Unis aiment prétendre qu'ils considèrent les Européens comme des partenaires, qu'ils considèrent les Ukrainiens comme des partenaires, en privé, je pense qu'il y a toujours eu une énorme condescendance envers les Européens, considérés comme des pays non sérieux. Ils sont simplement sous l'aile de l'Amérique. Et cela ressort encore et encore. Je veux dire plus récemment, je pense, dans la conversation interceptée entre Victoria Nuland et Geoffrey Piat en 2014, vous savez, Piat a demandé, eh bien, que vont dire les Européens à ce sujet? Et elle a dit, F, les Européens. Je pense que cela résume bien la façon dont les néoconservateurs ont toujours vu les alliés américains, en privé. En public, bien sûr, ils sont plus diplomatiques. Mais je pense qu'en plus de cela, une autre chose qui doit être dite
à propos du document de la Defense Planning Guidance est qu'il a déjà commencé à parler de préserver l'OTAN, ce qui était essentiel car c'était le joyau de la couronne du pouvoir américain à l'étranger, mais d'étendre l'OTAN aux anciens États communistes, en violation directe, bien sûr, de l'accord américain avec Gorbatchev, de ne jamais le faire. Pas un pouce vers l'Est. Je pense que c'était la phrase « pas un pouce vers l'Est », je pense. C'est ce que Baker a dit, et cela a été répété non seulement par les responsables américains, mais aussi britanniques, français et allemands. Et c'était une discussion sur la violation flagrante de cet accord et l'expansion de l'OTAN. Et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, comment intégrez-vous l'expansion de l'OTAN, au-delà, bien sûr, de l'annulation non seulement des promesses faites à Gorbatchev, mais aussi en Europe? Nous avons signé des accords, tels que la Charte de Paris, pour une nouvelle Europe, qui a, je suppose, tracé le plan de la manière dont nous allions structurer l'Europe après la guerre froide. Et c'était très basé sur les accords d'Helsinki. Cela venait donc avec des principes tels que la sécurité indivisible, une Europe sans ligne de division. Mais ensuite, soudainement, oui, les Russes semblaient être faibles. Et à la place, nous avons eu l'expansion de l'OTAN. Mais l'expansion de l'OTAN était-elle simplement le résultat de ces instincts néoconservateurs ou les a-t-elle également alimentés davantage? Comment voyez-vous le rôle de l'OTAN dans l'histoire plus large du néoconservatisme? Il y a toujours un intérêt économique en jeu dans ce cas. Ici, vous avez le Comité pour l'expansion de l'OTAN, qui était principalement financé par des entrepreneurs militaires américains. L'idée était que si l'OTAN pouvait s'étendre en Europe de l'Est, ils devraient se débarrasser de leur ancien équipement de l'ère soviétique et acheter de l'équipement américain, de préférence ou peut-être européen, pour le remplacer, avec un potentiel énorme de rentabilité. C'était donc un facteur ici. Il y avait des intérêts particuliers en jeu. Il y avait un groupe de pression, le projet pour le nouveau siècle américain, dont beaucoup ont entendu parler, qui appelait essentiellement à une augmentation majeure des dépenses militaires américaines et à une expansion supplémentaire de la puissance militaire américaine à l'étranger. Et il est devenu actif à la fin des années 1990, a été très influent dans les deux partis, mais surtout dans l'administration Bush. Ce n'étaient donc pas seulement des intellectuels libres, basés sur des idées. Parfois, les néoconservateurs sont présentés de cette manière, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils sont liés à des intérêts élitistes puissants, avec beaucoup d'argent et de ressources, qui avaient un intérêt particulier à élargir l'OTAN. Donc, je pense que c'était un ensemble multiple de caractéristiques. Il y avait d'autres choses aussi. Les militaires en uniforme avaient développé un certain attachement à l'OTAN, puisque beaucoup d'entre eux étaient devenus amiraux ou généraux grâce au service de l'OTAN. Cela faisait partie de leur prestige, présence à l'étranger. Et l'OTAN est le cœur de la présence américaine à l'étranger. À la fin de la guerre froide, il y avait un amiral américain, Eugene Carroll, un amiral à la retraite, qui a essentiellement dit que l'une des principales raisons pour lesquelles on appelle à l'expansion de l'OTAN est le personnel en uniforme. Des personnes comme lui étaient simplement trop attachées à l'idée des alliances américaines à l'étranger et ne voulaient pas abandonner cette idée. Ainsi, le complexe militaro-industriel est en réalité beaucoup plus large que les seuls producteurs d'armes et militaires étrangers. Vous avez des think tanks, des académies d'élite et des segments d'élite du journalisme. C'est un réseau très large de personnes. Je pense donc que tous ces groupes avaient un intérêt à non seulement maintenir, mais aussi à élargir l'OTAN, n'est-ce pas? Simplement parce qu'en partie, c'est dans la nature des institutions de s'étendre. Je ne suis pas libertaire, mais les libertaires ont raison de noter que lorsqu'on crée des institutions, il est très difficile de les démanteler.
même après que leur objectif a disparu. Et si leur ancien rôle disparaît, elles trouveront un nouveau rôle et chercheront de nouvelles opportunités. C'est exactement ce qui est arrivé avec l'OTAN, et plus généralement avec ce que Chalmers Johnson appelait l'empire des bases des États-Unis. Et l'idée était qu'il ne suffisait pas de préserver l'Amérique. Empire de base, mais si possible, l'étendre autant que possible. Je trouve les raisons monétaires de l'expansion de l'OTAN assez intéressantes, car à l'époque, ils en parlaient très ouvertement dans les années 90. C'est-à-dire que les fabricants d'armes pouvaient gagner des milliards de dollars lorsque tous les nouveaux membres de l'OTAN devraient s'adapter à la nouvelle armurerie. Et vous avez mentionné ce comité américain pour élargir l'OTAN. Le président de celui-ci était Bruce Jackson. Et c'était son travail, mais il avait aussi un autre emploi. Il était le directeur de la planification stratégique pour Lockheed Martin. On pourrait penser que cela constituerait un conflit d'intérêts, mais encore une fois, cela soulève la question de savoir où se trouve l'intérêt monétaire. Mais au-delà de l'argent, il semble dans une certaine mesure que c'est là que les idéalistes et les néocons se sont tous unis, parce qu'une grande partie de l'idéalisme, et je ne suis pas sûr jusqu'où vous remonteriez, car souvent on remonterait à Woodrow Wilson. Often one would go to Woodrow Wilson. He has this, to make the world safe for democracy. Il a cette idée, vous savez, de rendre le monde sûr pour la démocratie, de mener la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres. Beaucoup de cela, sinon de l'utopisme, ou du moins il a été soutenu que cet idéalisme sous Wilson a un peu changé les États-Unis par rapport à leurs valeurs, qui étaient censées être admirées et reproduites ou copiées, pour devenir plutôt une mission civilisatrice extérieure. Une mission où l'on irait activement, parce que, un peu comme dans les années 90, nous avons commencé à penser que si la démocratie crée la paix, allons dans le monde et créons la démocratie. C'était l'argument de Kenneth Waltz, en fait, à la fin des années 90, je pense, que les libéraux avaient inventé une nouvelle guerre qui était « Nous allons maintenant envahir des pays pour rendre le monde plus pacifique en les transformant en démocratie. » C'est donc une approche intéressante. It's an interesting approach. C'est un point très important, l'utilisation de la rhétorique morale et du style moralisateur. Cela, bien sûr, avait de nombreuses racines. En effet, vous avez mentionné que probablement le plus important historiquement a été, bien sûr, Woodrow Wilson, souvent invoqué jusqu'à ce jour, l'esprit de Woodrow Wilson et tout cela. Et la principale connexion que je ferai historiquement est néanmoins, encore une fois, les années 70, le mouvement néoconservateur, car ils étaient les principaux promoteurs de cette idée. Et le contexte, encore une fois, était le Vietnam. Et le contexte du Vietnam était l'essor d'un mouvement international des droits de l'homme centré sur des groupes comme Amnesty International. Et initialement, cela était anti-interventionniste. Et l'idée était que l'interventionnisme américain avait créé de nombreuses violations des droits de l'homme dans des endroits comme la Grèce sous les colonels, le Chili sous Pinochet et le Sud-Vietnam, ainsi que toutes les violations des droits de l'homme en Iran, que les États-Unis avaient portées au pouvoir lors du coup d'État de la CIA en 1953. Ces choses étaient soulignées que le principal moteur des violations des droits de l'homme est l'intervention américaine. Les Américains qui étaient actifs dans ces groupes insistaient sur le fait qu'en tant que citoyens américains, ils étaient moins intéressés par les violations des droits de l'homme par, disons, l'Union soviétique. Car l'argument était que nous ne sommes pas citoyens de l'Union soviétique. Et donc, nous avons moins de responsabilités pour ce qui s'y passe. En tant que citoyens américains, nous avons plus de responsabilités à souligner les abus résultant de la politique de notre pays, ce qui pourrait être considéré comme un argument logique et cohérent. Néanmoins, bien sûr, cela les a exposés à l'accusation qu'ils ignorent les abus communistes, qu'ils sont peut-être eux-mêmes communistes,
et à ce genre d'attaques qui, bien sûr, ont été faites. Les néoconservateurs s'intéressaient initialement au pouvoir, et c'était, je pense, toujours ce qui les intéressait vraiment. Je pense qu'ils ont appris, cependant, à adopter et à incorporer les droits de l'homme dans leur langage et à se les approprier, et à récupérer toute l'idée des droits de l'homme. Cela a d'abord été fait de manière très cynique. Une figure de proue du mouvement néoconservateur était Daniel Patrick Moynihan. Il était professeur à Harvard, un ancien libéral devenu de droite. Il est ensuite devenu sénateur de New York. Et il a dit en privé, je pense, en 1976, dans une lettre, « J'ai l'étrange impression que les droits de l'homme sont en fait notre arme secrète. » C'était le terme qu'il a utilisé, « notre arme secrète ». Et l'idée est bien sûr qu'il pouvait commencer à concentrer les droits de l'homme sur les ennemis de l'Amérique. Ils se sont fortement concentrés sur les hôpitaux psychiatriques en Union soviétique pour punir les dissidents politiques, la répression de personnes comme Alexandre Solzhenitsyn, qui a remporté le prix Nobel de littérature, les vastes violations des droits de l'homme, les massacres de masse entrepris par les Khmers rouges au Cambodge, et ainsi de suite. Et il soulignerait que le but principal de la politique étrangère américaine est de prévenir ce genre de choses. Et la principale manière de le faire serait par la force militaire. Les personnes qui s'opposent à la force militaire sont des cyniques amoraux, parce qu'en réalité, elles s'opposent aux droits de l'homme en s'opposant à l'utilisation de la force militaire par l'Amérique. Le but entier de l'utilisation de la force militaire est de promouvoir les droits de l'homme. C'était un argument puissant dans le sens où il fonctionnait. Cela a vraiment aidé à détourner complètement tout le langage des droits de l'homme pour être cohérent avec le pouvoir américain. Reagan lui-même a ensuite adopté cela avec grand enthousiasme et avec un grand accent sur, en effet, l'exportation de la démocratie. La Fondation nationale pour la démocratie, qui a été en grande partie fondée comme un proche associé de la CIA, faisait beaucoup de ce que fait la CIA, mais avec une rhétorique des droits de l'homme, promouvoir la démocratie. Elle a été fondée en 1983 avec un fort soutien de la présidence Reagan. Au début, je pense que c'était cynique, bien qu'avec le temps, je ne doute pas que les gens aient tendance à croire leur propre propagande. Et donc, très probablement, ils ont eux-mêmes intériorisé beaucoup de ce langage. Ce qu'elle a fait, c'est imprégner l'argument en faveur de l'interventionnisme militaire d'une certaine autosatisfaction et d'un ton moralisateur, et une manière très facile d'écraser la dissidence, qui est de dénoncer les gens comme des cyniques amoraux. Cela a fonctionné très efficacement, je devrais ajouter. Le point culminant de cela, bien sûr, a été les guerres en Yougoslavie. J'ai lu le livre à ce sujet, et c'était bien plus compliqué que les gens ne le pensaient. Cependant, l'une des choses les plus efficaces qu'il a faites a été de mettre fin aux négociations. L'idée ici est que les négociations sont immorales parce que vous négociez avec des personnes malveillantes. Vous ne pouvez pas négocier avec des personnes malveillantes. Vous devez les écraser militairement. Et les personnes qui ne croient pas à les écraser militairement agissent de manière immorale. C'était l'argument en Yougoslavie. Il y a eu des efforts répétés pour régler les guerres yougoslaves, notamment en Bosnie et plus tard au Kosovo, par le biais de négociations. Et ils ont presque réussi. À chaque fois, ils ont presque réussi. En 1992, l'Union européenne et les Nations unies avaient établi une équipe et réuni les parties belligérantes en Bosnie-Herzégovine, à Lisbonne, et créé un plan de paix qui décentralisait le pouvoir de manière décentralisée. Et les trois parties, les musulmans, les Serbes et les Croates, ont en principe accepté cela. Puis l'ambassadeur américain est venu et a dit « Vous n'êtes pas obligé de signer cela si vous ne le souhaitez pas », avec l'implication que les États-Unis les soutiendraient sur le champ de bataille, ce qu'ils ont finalement fait.
Alors les musulmans bosniaques et les Croates se sont retirés. Tout au long, publiquement, la ligne était qu'on ne peut pas négocier avec les Serbes parce qu'ils sont mauvais. En conséquence, nous avons eu une guerre vicieuse de 3 ans et demi. 100 000 personnes sont mortes, dont 8 000 à Srebrenica, qui n'avaient probablement pas besoin de mourir. Mais toute la logique était que nous ne pouvons pas négocier parce que c'est mal. C'était une idée néoconservatrice majeure, la force militaire au lieu des négociations, qui a été élevée au niveau de principes moraux élevés. Avec le temps, je pense que cela a eu un effet très important sur la gauche politique américaine. C'est une question qui m'intéresse beaucoup, car je vais être franc et dire que je viens de la gauche politique. À l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, l'anti-interventionnisme était central dans l'idée de la gauche politique. Mais je pense que dans les années 90, cela a changé. De plus en plus, la gauche politique aux États-Unis et en Europe, surtout en Allemagne, a été convertie à l'idée que les interventions humanitaires sont véritablement humanitaires et que nous devrions les soutenir. Toute l'idée selon laquelle la force militaire est une mauvaise chose est devenue obsolète. Et la gauche devrait maintenant soutenir la force militaire parce qu'elle protège les femmes contre les abus, protège les minorités ethniques contre les abus ou les meurtres et présente toutes sortes de bénéfices. Plus récemment, l'idée des droits des homosexuels a été intégrée. Nous utiliserons la force militaire pour faire avancer les droits des homosexuels. Je devrais ajouter que ce sont de terribles idées, parce que les homosexuels et les femmes se font tuer par ces choses. Ce que cela fait, c'est tuer un grand nombre de personnes innocentes, guerre après guerre après guerre. Cela n'a eu aucun effet humanitaire. Cela a mis de côté des négociations qui auraient pu prévenir la guerre. Cela a intensifié les guerres. Nous avons renversé Saddam Hussein. Il abusait de son peuple. Il était antidémocratique. Il torturait des enfants. Et les choses ont empiré en Irak. Nous avons renversé les talibans parce qu'ils avaient, encore une fois, des politiques terribles envers les femmes. Et ils l'ont fait, bien sûr. Et les choses ont empiré. Nous avons eu une guerre de 20 ans pour rien. Et je pourrais continuer encore et encore. Cela a conduit à une série de guerres désastreuses. Mais bien sûr, les idées sont si puissantes. Elles continuent simplement d'avancer. C'est remarquable de voir comment la gauche politique a été complètement convertie, ou presque complètement convertie, à cette idée d'être pro-guerre dans presque tous les domaines. La seule exception est en Israël et à Gaza. La gauche s'y oppose. Mais dans toutes les autres guerres, la gauche semble les soutenir à fond, peut-être avec plus d'enthousiasme que la droite. Je suis désolé, je continue encore et encore. Voulez-vous intervenir là-dessus, Glenn? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit à propos de la Yougoslavie, car avec la Bosnie, l'argument principal était qu'ils ne pouvaient pas accepter. C'est immoral d'accepter que les Serbes détiennent ces territoires. Mais encore une fois, 100 000 morts plus tard, et il n'y a pas eu de véritable changement. Juste plus de morts et de morts. Je me souviens aussi de la fin des années 90, car j'étais dans l'armée en 98, 99. Et je me souviens qu'en 99, avec l'invasion de la Yougoslavie, au sujet du Kosovo, Henry Kissinger lui-même a soutenu que les États-Unis avaient imposé ce qu'il considérait comme des exigences inacceptables à la Yougoslavie lors de la conférence de Rambouillet. Je suis sûr que les Français me détesteront pour la façon dont je le prononce, mais la conférence de Rambouillet. Il a dit que les exigences posées par les États-Unis n'étaient pas sérieuses. Il a appelé, encore une fois, c'est Henry Kissinger. Il a appelé cela un prétexte pour commencer à bombarder, parce qu'il devait inclure le fameux appendice B, qui exigeait que l'OTAN ait le droit d'aller où elle voulait en Yougoslavie pour une occupation complète.
Il est donc intéressant de voir comment cet argument normatif en faveur de l'usage de la force a commencé à aller de pair avec le néoconservatisme. Et vous avez vu cela aussi en Allemagne dans une très large mesure. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'argument principal en Allemagne était, vous savez, plus jamais ça, nous ne pouvons pas faire cela. Cependant, dans les années 1990, nous avions un ancien ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, et il a soutenu qu'il avait été élevé sur deux principes. L'un était plus jamais de guerre, et l'autre était plus jamais d'Auschwitz. Et maintenant, il a soutenu qu'au Kosovo, ces deux principes étaient en conflit. Il devait donc maintenant embrasser la guerre. Et ne pas même embrasser la guerre. Il a soutenu qu'au lieu que l'histoire très violente de l'Allemagne soit une raison d'avoir une plus grande retenue dans sa politique étrangère, le génocide de l'Allemagne donnait en fait à l'Allemagne une responsabilité particulière pour l'empêcher de se reproduire ailleurs. C'est donc un changement extraordinaire que soudainement, un jour, votre histoire génocidaire soit une raison de retenue, et le lendemain, votre histoire génocidaire soit une raison pour laquelle vous ne devriez plus être retenu. C'est un développement assez fascinant. Je ne suis pas sûr que ce soit les valeurs seules qui soient la variable indépendante ici, ou si c'est la distribution du pouvoir, simplement qu'il n'y avait plus de restrictions sur l'Occident. Donc peut-être que cela crée une incitation systémique à embrasser toutes ces normes et valeurs qui lèvent les restrictions sur nous, mais les maintiennent sur nos adversaires. L'Allemagne est un cas intéressant pour les raisons que vous avez mentionnées. C'est intéressant parce qu'ils ont réellement fait un effort sincère pour se confronter à leur histoire, notamment le Troisième Reich, la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, tout cela. Ils ont fait un effort sincère pour aborder cette question. Je n'y suis pas allé récemment, mais on m'a dit qu'il y a partout en Allemagne, pas seulement à Berlin, des plaques et des commémorations pour l'Holocauste et les victimes du Troisième Reich. Et cela semble très sincère. L'un des aspects très tragiques de cela est que cela les a conduits bizarrement à être l'un des plus fervents partisans d'Israël, pas seulement verbalement. Mais aussi, les gens ne le savent pas très bien, mais ils subventionnent l'armée israélienne. Ils l'ont construit en dessous du coût du marché, des sous-marins très avancés qu'Israël utilise comme plateforme de lancement pour des armes nucléaires. Ils le font depuis un certain temps maintenant. Et dans le cas spécifique, je pense, du Kosovo et de la Yougoslavie, encore une fois, c'est une autre perversion tragique, pourrait-on dire, de la rhétorique de la responsabilité historique de l'Allemagne, d'assumer sa responsabilité pour l'Holocauste. Plus précisément, le problème que vous avez avec ce que Fischer disait, les choses que vous l'avez cité en train de dire, c'est que les violations des droits de l'homme au Kosovo ont massivement augmenté à cause des bombardements. Vous savez, le nombre total de morts, jusqu'au bombardement des deux côtés, civils et militaires, était estimé à environ 2000. Après les bombardements, il était de plus de 10 000. Et donc ça n'a pas réduit la souffrance. Cela n'a pas réduit les tueries, cela les a considérablement amplifiées. Le nettoyage ethnique a été multiplié plusieurs fois. Et tout cela aurait pu être évité, car il y avait un accord de paix presque signé par tout le monde, au château de Rambouillet, près de Paris, comme vous l'avez noté. Il était presque signé, et les Américains sont essentiellement intervenus et ont insisté pour le torpiller, en insérant, à la dernière minute, des clauses qu'ils savaient inacceptables pour les Serbes, des clauses qui auraient été inacceptables pour toute partie dans leur situation. Cela a été fait dans l'intention de faire échouer tout le processus de négociation et de créer une base pour la guerre. Et le motif de l'Amérique, en faisant cela bien sûr, était d'établir l'OTAN comme une institution prestigieuse qui gagnerait une guerre. Il n'y a pas de meilleure façon, bien sûr, d'établir la crédibilité de l'OTAN
que de gagner une guerre. Et quelle meilleure façon de gagner une guerre que d'aller en guerre avec un pays comme la Serbie, qui est extraordinairement faible. Vous ne pouvez pas vous tromper en allant en guerre avec la Serbie. Et donc, je pense que ce que vous aviez ici est un exemple classique de l'utilisation très cynique de la rhétorique moralisatrice pour atteindre des objectifs très peu scrupuleux et basés sur le pouvoir, avec un coût humain très élevé. Oui, il est également important de noter, au-delà de l'ex-Yougoslavie, quel type de répercussions cela a créé dans le monde entier. L'attaque contre la Yougoslavie en mars 1999 a eu lieu, je pense, moins de 2 semaines après l'expansion de l'OTAN. Donc c'était le mois où l'OTAN est passé de son rôle de puissance de statu quo pendant la guerre froide à soudainement, en 1999, commencer à s'étendre et ensuite passer à l'offensive. Et c'est, encore une fois, Kissinger. Je me souviens qu'il a fait ce commentaire en 1999 où il a dit « Eh bien, nous ne pouvons plus dire aux Russes de ne pas craindre l'expansion de l'OTAN, que nous sommes juste une alliance défensive, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, nous ne le sommes plus. » Et c'était un développement assez dramatique. C'est pourquoi je le cite parfois, car nous continuons à dire qu'il est obligatoire de se référer à l'OTAN comme une alliance défensive, même lorsque nous bombardons d'autres pays. C'est assez extraordinaire. Eh bien, ils faisaient toutes sortes de choses pour essayer de se justifier, y compris l'idée de changer la charte pour permettre ce qu'on appelle des opérations hors zone, ce qui signifie que l'OTAN serait une force d'intervention mondiale. La phrase qui l'accompagnait était « hors zone » ou « hors service ». L'idée est que nous devons avoir une nouvelle mission ou nous perdrons simplement notre pertinence. Et encore une fois, l'idée était de leur donner de la pertinence. Je pense que si vous regardez les mémoires des responsables américains et comment ils justifient les interventions en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, ils ont beaucoup de justifications humanitaires qui, comme je l'ai dit, sont vraiment incohérentes, étant donné que cela a considérablement aggravé la situation humanitaire. Mais en plus de cela, il y a une reconnaissance franche qu'un des motifs était de donner un nouveau but à l'OTAN et de marginaliser les efforts européens pour établir une politique étrangère indépendante. Rétrospectivement, ils ont noté que l'un des principaux succès de ces deux guerres était de poser les bases de l'expansion de l'OTAN, que la base politique pour cela a été rendue possible par la victoire de l'OTAN dans ces deux guerres. Et donc, il me semble que l'effet principal et le motif principal ici, lorsqu'on le regarde froidement et objectivement, était de préserver et d'étendre l'OTAN. C'était toute la fonction de la guerre. Et quand nous regardons simplement le style et le ton des guerres en Yougoslavie, nous pouvons voir que c'est presque un modèle de ce qui se passe actuellement en Ukraine, y compris dans la rhétorique. Eh bien, je suppose que toutes les guerres doivent être présentées comme une question de moralité. Et c'est pourquoi les droits de l'homme, je pense, sont assez puissants. De plus, c'est ainsi que fonctionne la propagande politique d'ailleurs. Habituellement, il faut la cadrer à travers deux stéréotypes opposés, l'un étant supérieur contre inférieur ou bien contre mal. C'est très efficace de blanchir la géopolitique et la rivalité des grandes puissances à travers la politique. Droits de l'homme contre autoritarisme. Et nous avons vu cela, comme vous l'avez mentionné auparavant, en Afghanistan pendant les 20 ans d'occupation. Il y avait Wikileaks, ils avaient un document, je pense que c'était Wikileaks qu'il avait, de la CIA. Ils ont noté que les Européens perdaient un peu d'intérêt et de soutien pour l'occupation de l'Afghanistan, du moins parmi le public. Et ils ont réfléchi à la meilleure façon de le vendre. Que diriez-vous des droits des femmes? C'est populaire. Et plus tard, vous avez le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg,
et Angelina Jolie d'Hollywood écrivant ensemble des articles dont je pense que c'était The Guardian, où le titre était que l'OTAN a le droit et la responsabilité d'être le principal protecteur des droits des femmes. C'est assez extraordinaire. D'où cela vient-il? Lorsque vous examinez les stratégies de sécurité, elles ont tendance à être très ouvertes et franches, surtout aux États-Unis depuis 2002. Il est très clairement indiqué dans la stratégie de sécurité nationale que la primauté mondiale est la source de la sécurité. Personne ne devrait même avoir l'aspiration de nous défier. Et ensuite, comment vendons-nous cela au public? D'une manière ou d'une autre, les gens ouvriront un journal. Et oui, c'est de cela que la plus grande alliance militaire du monde se préoccupe principalement, que les petites filles aillent à l'école. C'est juste, eh bien je suppose que vous avez beaucoup de gens qui veulent vraiment voir plus de droits en Afghanistan impliqués. Mais c'est ce que je voulais dire. Ce sont les idéalistes qui commencent à aller de pair avec les néoconservateurs, ceux qui cherchent la primauté mondiale par la force militaire. J'imagine que le sénateur Moynihan, lorsqu'il parlait des droits de l'homme comme notre arme secrète, a dépassé de loin ses rêves les plus fous. Cela a été incroyablement efficace pour transformer la discussion sur cette question et faire taire la dissidence à ce sujet. L'une des choses, également en tant qu'extension de cela, est la façon dont les guerres culturelles se déroulent en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. La Russie a été présentée, avec une part de vérité, comme un pays socialement conservateur, qui n'est pas très amical envers les homosexuels, par exemple. Je suis un partisan des droits des homosexuels, d'ailleurs, donc je comprends personnellement que c'est un problème. Mais l'idée ici est que, en raison de la question des droits des homosexuels, en raison du conservatisme social en Amérique, la droite a une certaine affinité pour le gouvernement de Poutine parce qu'il est socialement conservateur. Il est quelque peu aligné avec la religion. Il est hostile au mode de vie alternatif. Et la gauche déteste le gouvernement de Poutine pour essentiellement la même raison parallèle. Poutine est un fasciste. J'entends mes amis de gauche dire cela tout le temps. C'est un fasciste, principalement basé sur des questions de guerre culturelle. Et la chose étonnante est que même si vous n'aimez pas Poutine, et même si vous n'aimez pas la culture russe pour une raison quelconque, c'est une raison terrible pour commencer une guerre avec la Russie. Je veux dire, c'est une idée insensée de faire tuer des centaines de milliers de personnes pour ça. Ce qui s'est passé ici. Mais je pense que c'était la logique. Qu'essentiellement nous avons mis en place cette caricature, opposée bien sûr à une culture démocratique et favorable aux homosexuels. À un moment donné, ils avaient comme porte-parole cet Américain qui était non seulement gay, mais trans. Et toute l'idée était de s'inscrire dans les guerres culturelles d'une manière qui aborderait les angoisses des guerres culturelles parmi les libéraux et les gauchistes aux États-Unis et en Europe. Et ils ont été très efficaces pour le faire. Les Ukrainiens ont été très efficaces pour le faire. Bien sûr, en réalité, l'Ukraine a un élément fasciste significatif. Nous l'avons vu se manifester au Parlement canadien. Bien sûr, lorsque l'ensemble du Parlement canadien s'est levé en présence de Zelensky, non seulement pour applaudir Zelensky, mais aussi pour applaudir un immigrant ukrainien de 88 ans au Canada qui a combattu dans la SS. Et vous savez, cela a été une source majeure de scandale et d'embarras au Canada après coup. C'était très divertissant d'une certaine manière que le président du Parlement canadien ait célébré cet homme comme quelqu'un qui a combattu contre les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout le monde a applaudi. Et je pensais, quand je l'ai entendu, qu'un niveau de connaissance historique de lycée vous dirait que cela devait signifier qu'il combattait avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il combattait donc avec la SS. Mais en tout cas,
Je pense que cela a souligné le fait que ces stéréotypes que les gens ont sur la Russie, la mauvaise Russie, la Russie culturellement mauvaise, l'Ukraine culturellement bonne, ne correspondent pas vraiment à leur réputation. Mais c'est incroyable de voir à quel point cette propagande a été efficace pour structurer le débat parmi tous les partis de gauche traditionnels en Europe, parmi les démocrates aux États-Unis et parmi la gauche activiste aux États-Unis. Des groupes comme les socialistes démocrates d'Amérique ont été largement silencieux sur cette question ou favorables à la guerre. Et je pense que cela repose en grande partie sur ces stéréotypes extrêmement irréalistes que les gens ont. Wildly unrealistic stereotypes that people have. Mais cela crée, je suppose, trop de contradictions. Par exemple, en Europe, vous avez mentionné le sujet de l'exportation du néoconservatisme, car dans le passé, les Européens avaient tendance à regarder avec une grande inquiétude, surtout l'administration Bush lors de l'invasion de l'Irak. Les néoconservateurs étaient effectivement perçus comme irrationnels, et oui, comme des bellicistes, et l'Europe était censée être l'équilibre face à cela. Mais aujourd'hui, l'Europe, je ne la reconnais plus par rapport à il y a 20 ans. Vous avez mentionné Gaza, où les Allemands, mais aussi l'UAMER elle-même, ont fait des déclarations très fortes en faveur d'Israël, même pendant ce qui a été qualifié de génocide. En Syrie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pendant tout ce massacre de masse, des Druzes, des Alaouites et des Chiites, les Russes et les Américains ont publié une condamnation de ce que les États-Unis ont qualifié de djihadistes islamistes radicaux ou de terroristes dans ce sens, tandis que l'UBRM a publié un tweet où elle condamnait les éléments pro-Assad qui avaient provoqué cela. Donc les personnes qui étaient massacrées, c'est vraiment étrange. Nous avons la chef de la politique étrangère, Kaja Kallas, qui a déclaré qu'elle ne croyait pas en la diplomatie avec les Russes parce que Poutine est un criminel de guerre et qu'elle ne parle pas aux criminels de guerre. C'est une déclaration extraordinaire de la part de la diplomate en chef. Et nous avons des personnes comme Viktor Orban, qui a été puni par l'UMR pour avoir essayé. Il est allé à Kiev, puis à Moscou, essayant de lancer une diplomatie. Ils ont dit que cela sapait la paix et les efforts des Européens. Je me souviens quand Robert Fico de Slovaquie a été diabolisé et qu'il a été abattu. Dans les médias, ils l'ont presque justifié en disant « Eh bien, vous savez, c'est un poutiniste parce qu'il s'oppose à la guerre par procuration. » Et il y avait des spéculations dans les médias. Oh, c'est très dangereux pour la violence dans la société. Pas le fait qu'il ait été abattu, mais quand il se rétablira, il pourrait s'en prendre à l'opposition avec vengeance et revanche. C'était donc la préoccupation. Il ne l'a jamais fait d'ailleurs. Mais néanmoins, quelle réaction très étrange face au fait que le Premier ministre ait été abattu. Et encore, je vois la Roumanie, où ils ont d'abord annulé les résultats des élections, et maintenant ils l'ont interdit de se présenter, sur la base de ce qui a déjà été prouvé comme étant de fausses allégations. Je vois la Moldavie, où très ouvertement, l'élection a été truquée. La Géorgie, où ils ont mal voté, et nous voulons que le gouvernement soit destitué. C'est partout pareil. Toute cette idée de paix a beaucoup changé ces dernières années. Être un acteur pacifique signifiait que vous choisiriez la non-violence. Vous pousseriez pour la paix. De nos jours, cela signifie vaincre les méchants, effectivement. C'est donc un changement très étrange que nous avons observé. Je l'ai vu dans ce pays aussi, en Norvège. Pendant la guerre froide, on supposait que la paix découlait d'un équilibre entre la dissuasion et l'apaisement, afin de ne pas provoquer l'adversaire. De nos jours, personne n'ose parler de provocation. Ils ne discutent même pas des préoccupations sécuritaires des adversaires. C'est juste nos grandes valeurs et leurs manières autoritaires. Et si nous envisageons même leurs préoccupations sécuritaires, c'est presque une trahison de nos valeurs.
Parce que si nous sommes retenus, cela signifie que nous ne poussons pas nos grandes valeurs par crainte de la violence. Donc, à cause de cela, nous ne craignons plus la dissuasion nucléaire. Au lieu de cela, nous condamnons le chantage nucléaire. Nous avons donc perdu la tête de tant de manières. Je pense que ce que vous voyez ici est ce que je ne peux appeler qu'une politique étrangère extrémiste des deux côtés de l'Atlantique, pour laquelle il n'y a presque pas de précédent. Je veux dire, le simple fait que toute l'idée des négociations jusqu'à Trump, et encore, nous verrons ce qu'il produira, mais il négocie jusqu'à Trump, toute l'idée était de ne pas négocier. Nous n'avons pas officiellement rompu les relations diplomatiques avec la Russie. Nous aurions tout aussi bien pu le faire, car il n'y avait aucune activité diplomatique significative. Les ambassades existaient, mais elles ne faisaient rien, en gros. Il n'y avait pas de discussion de haut niveau d'une réelle importance, pas de discussion présidentielle du tout. Et au plus fort de la guerre froide, pendant la période de Reagan, par exemple, avant Gorbatchev, au début des années 80, il n'y avait rien de tel. Il y avait toujours des négociations qui n'étaient pas vilipendées, même par les éléments les plus durs. Eh bien, il y avait des éléments durs dans l'administration Reagan, qui s'y opposaient, effectivement. Les néoconservateurs s'opposaient prévisiblement aux négociations. Mais ce n'était pas encore la politique officielle, parce que les néoconservateurs n'avaient pas la domination incontestée qu'ils ont maintenant. Et pendant la présidence d'Eisenhower, pendant la crise des missiles de Cuba, il y avait des négociations en cours. Et le simple fait que vous ayez ce genre de politique étrangère, extrémiste, est très peu commenté. C'est presque sans précédent dans l'histoire. Et c'est remarquable à quel point cette idée a été implantée en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, et à travers le spectre politique. Et cela s'accompagne d'un niveau très élevé de répression politique. À un degré extraordinaire, l'annulation effective des élections dans un pays de l'OTAN-UEI, la Roumanie, est remarquable, ainsi que le prétexte très mince sur lequel cela a été fait. Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose de semblable, la répression de l'accès à l'information. Aux États-Unis, nous avons le premier amendement de la Constitution, ce qui signifie que je peux lire RT et je peux lire Sputnik. Mais je crois, à ma connaissance, que vous en Europe ne pouvez pas le faire. Ai-je raison? Vous ne pouvez pas lire RT en Norvège, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas partie de l'Union européenne, mais l'Union européenne ne peut pas. Eh bien, de manière étonnante, ils sont restés en dehors de cette censure. Mais c'est pourquoi c'est assez incroyable, car au moins pendant la guerre froide, nous étions autorisés à savoir ce que disaient les Russes. Nous étions suffisamment confiants pour ne pas avoir à censurer cela. Mais de nos jours, non seulement il y a de la censure contre les médias russes, parce que tout ce que les Russes publient est par définition de la propagande maintenant. Donc c'est très difficile. Et aussi, nous avons une chose étrange qui se passe à travers l'Europe, où même si nous avons nos propres journalistes ou universitaires et qu'ils veulent expliquer la position russe, et encore une fois, cela devrait être du bon sens dans les cercles de sécurité. Si vous voulez atténuer la concurrence sécuritaire, vous reconnaissez d'abord les préoccupations sécuritaires de vos adversaires. Donc, vous voulez déclencher un dilemme de sécurité. Mais il n'est même pas approprié d'essayer de comprendre l'adversaire. Dans ce pays, notre ancien ministre de la Défense, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine, est allé dans les médias et a dit « ce n'est pas le moment de comprendre, c'est le moment de condamner ». J'ai essayé d'expliquer que nous pouvions sûrement faire les deux. Mais non, chaque effort pour expliquer la position des Russes est perçu comme synonyme de légitimation ou de justification. Parce que si vous expliquez ce qu'ils font, alors non seulement vous le rationalisez, mais en effet, vous le soutenez. C'est donc une façon de pousser beaucoup d'autocensure.
La liberté d'expression est, je ne serai pas hyperbolique en disant qu'elle est morte, mais elle s'effondre certainement très rapidement. Oui, c'est le cas. Je pense que l'un des aspects positifs, si vous voulez l'appeler ainsi, est que j'ai l'impression que le public perd très rapidement de l'intérêt pour cette guerre des deux côtés de l'OTAN. Et cela se passe en Europe. Ça se passe aux États-Unis. Je pense que cela a contribué à la victoire de Trump lors de la récente élection. Je ne pense pas que ce soit la principale raison, mais je pense que cela y a contribué. La perception, qu'elle soit exacte ou non, qu'il est plus susceptible de régler cette guerre et d'empêcher de nouvelles guerres à l'avenir. En revanche, le Parti démocrate, très militariste, qui est historiquement extraordinairement militariste. Et donc, je pense que lorsque cette guerre se terminera, et je pense qu'elle se dirige vers sa fin, c'est l'impression que j'ai, qu'elle se termine sur le champ de bataille ou par des négociations, je pense qu'on arrive à la phase finale ici. Vous allez voir beaucoup de colère publique, parce que les Européens en particulier ont vu leur niveau de vie diminuer à cause de la coupure de l'énergie, de l'explosion du gazoduc Nord Stream, évidemment réalisé par les Américains, ou peut-être en collaboration avec certains pays européens, mais certainement par les Américains. Ils ont dépensé des sommes énormes, tant les Européens que les Américains, pour aider l'Ukraine, de l'argent public, de l'argent des contribuables, et ensuite vous perdez la guerre complètement. Vous n'avez rien à montrer pour cela. Cela sera très dévastateur pour la crédibilité. Au Vietnam, il parlait du fossé de crédibilité, où le public perdait simplement confiance en tout ce que le gouvernement disait sur le Vietnam, parce que tant de choses avaient été exposées comme des mensonges. Et je pense que vous pourriez voir très rapidement un fossé de crédibilité émerger ici. Je ressens un ton de panique parmi les dirigeants européens que Trump pourrait régler cette guerre. Et vous obtenez toutes sortes d'idées folles, comme l'idée franco-britannique d'envoyer, entre guillemets, des casques bleus franco-britanniques en Ukraine, ce qui n'a aucun sens militairement. Mais je pense que cela reflète une certaine désespoir que nous devons faire quelque chose. La question est, de quoi ont-ils peur? Et l'affirmation est qu'ils ont peur d'une invasion russe. Que les Russes vont marcher sur Paris, qu'ils vont occuper les pays baltes, qu'ils vont occuper la Suède, etc., pour lesquels il n'y a pas la moindre preuve que les Russes aient un quelconque intérêt ou capacité à faire l'une de ces choses. Je pense que ce qui les préoccupe vraiment, c'est de devoir retourner vers leur propre population et expliquer pourquoi, pendant 3 ans, nous avons abaissé les niveaux de vie, gaspillé tant d'argent des contribuables et tué des centaines de milliers de personnes pour rien. Et n'avons rien à montrer pour cela, parce que nous avons perdu la guerre. Je pense que ça va être très dévastateur, non seulement pour les chefs de gouvernement actuels, mais pour tout le spectre politique, tous les partis qui l'ont soutenu, tous les efforts pour réprimer la discussion, toute la propagande qui a été diffusée, ce qui est extraordinaire en termes de portée et de mendacité. Et je pense que c'est la véritable crainte que nous voyons ici. Mais je pense aussi que c'est, à mon avis, une source d'espoir que peut-être le public ne tolérera tout simplement pas une répétition de ce genre d'activité et exigera un type de politique différent et une politique sous-jacente différente. Vous avez probablement raison, mais c'est aussi un peu un choc, parce qu'après la guerre froide, au début, lorsque les États-Unis poussaient ces idées néoconservatrices, le DPG par exemple, en 1992, les Européens étaient un peu déconcertés, surtout si vous écoutez les politiciens français de l'époque. Ils suggéraient que les Européens devraient se rassembler pour avoir une sorte d'équilibre avec les États-Unis
afin qu'il y ait des contraintes. Mais après un certain temps, une nouvelle idée, un peu néoconservatrice, a commencé à prendre racine, je pense, qui était qu'il y aurait un système international basé sur l'unipolarité ou l'hégémonie. Mais ce serait la primauté mondiale de l'Occident politique, qui consisterait en deux piliers, les États-Unis et l'Union européenne. Et ils auraient des tâches différentes. Ainsi, les États-Unis prépareraient effectivement le dîner et les Européens feraient la vaisselle. En d'autres termes, les États-Unis interviendraient avec une puissance militaire importante et les Européens pourraient ensuite assurer le maintien de la paix et peut-être apporter une aide économique. C'était en quelque sorte la division du travail qui était envisagée. Mais en tout cas, à la base de cela, l'idée était que dans ce nouveau système, la sécurité n'aurait pas à dépendre de la prise en compte des préoccupations sécuritaires des adversaires, que ce soit la Russie, la Chine ou quiconque d'autre. Au lieu de cela, nous avons commencé à nous adapter à l'idée que la sécurité découlait d'une domination telle qu'il importait peu ce qu'ils pensaient. Donc je pense que c'était un enjeu clé. Et maintenant, soudainement, les États-Unis font face à ce nouveau monde multipolaire émergent. Et ils commencent à être un peu plus pragmatiques. Ils ne peuvent pas être partout. Ils doivent établir des priorités. Évidemment, l'hémisphère occidental et l'Asie sont des priorités élevées. L'Europe n'est plus le centre du monde. Donc je pense que c'est aussi une préoccupation majeure. Quand la guerre en Ukraine se terminera, les Américains voudront se retirer un peu d'Europe. Et soudainement, nous passons d'un des deux piliers de la primauté mondiale à ne même pas être un pôle de pouvoir dans le nouveau système multipolaire. Après des centaines d'années à être le sujet de la sécurité, assis à la table, maintenant soudainement, nous devenons l'objet. Je pense que c'est très difficile. Mais aussi, je pense que tout le monde croyant à la victoire sur le champ de bataille, aux sanctions, tout cela, ils ont adhéré à tous les récits. Et maintenant, comme vous l'avez dit, ils doivent s'expliquer. Pourquoi sont-ils restés sur la touche et ont-ils même refusé la diplomatie alors que des centaines de milliers d'hommes mouraient? Que faisaient-ils lorsqu'ils ont vu qu'en Ukraine, les médias étaient fermés, l'opposition politique arrêtée, les médias, les églises attaquées? De jeunes hommes, simplement arrachés des rues, embarqués dans des fourgons et envoyés en première ligne. Et tout ce qu'ils pouvaient dire, c'était que nous soutenons l'Ukraine, même lorsque la majorité des Ukrainiens voulaient entamer des négociations. Et pourtant, soutenir l'Ukraine ne signifiait qu'une chose, que nous continuions la guerre. À un moment donné, il doit y avoir une sorte de... Eh bien, j'aimerais penser qu'il y a une responsabilité, mais je n'ai pas vraiment trop d'espoir à ce sujet. Cela semble juste, oui, mais peu importe la direction que prend le public, il n'y a aucun changement parmi les dirigeants politiques. Et ce n'est pas seulement un phénomène européen. Je pense que vous voyez cela aussi aux États-Unis. Gardez à l'esprit que lorsque Clinton a commencé tout cela, vous savez, l'interventionnisme humanitaire en 89 en Yougoslavie, les gens ont voté pour Bush lors de l'élection. Il était contre ce qu'il appelait la construction de nations. Donc nous n'allons pas faire cela. Mais à la place, vous savez, il est allé construire des nations de l'Afghanistan à l'Irak. Ensuite, vous aviez Obama, qui, vous savez, allait apporter le changement, mais n'a pas vraiment tenu ses promesses. Trump n'a pas commencé de nouvelles guerres. Mais la seule fois où il a été acclamé par les médias, c'est quand il a bombardé la Syrie. Et puis vous avez Biden, vous savez, « Les adultes sont de retour dans la pièce », était son slogan. Et maintenant, oui, cela nous a presque conduit à une guerre nucléaire avec la Russie. Je veux dire, ce n'est pas ce pourquoi les gens ont voté. Ils pensaient qu'ils allaient retrouver la normalité. C'est un peu dommage que Donald Trump, le gars de The Apprentice, soit maintenant le sauveur. Il était censé mettre fin à la guerre. Je veux dire, je suis content. S'il peut y arriver, que Dieu le bénisse. Donnons-lui un prix Nobel de la paix.
God bless him, let's give him a Nobel Peace Prize. I don't really care about his, Je ne me soucie pas vraiment de ses manières personnelles, disons inappropriées. Mais je pense que c'est ce dont le monde avait presque besoin, parce qu'il est tellement cru de plusieurs façons qu'il peut s'en sortir avec tout. Mais son super pouvoir était, je pense, de se détacher des récits. Il est sorti et a dit, eh bien, ce n'était pas vraiment provoqué. L'OTAN savait qu'elle ne pouvait pas s'étendre en Ukraine sans déclencher des guerres. Et oui, soudainement, qui d'autre pourrait dire ces choses? Et c'est mon point avec les Européens. Ils ont été enfermés dans ces récits. Si quelqu'un essaie même de suggérer que peut-être cette guerre a été provoquée, il serait fini. Il serait crucifié. Donc c'est très difficile. Il n'y a pas d'espace pour manœuvrer. Et oui, Trump ne semble pas avoir ce problème. Je dirais que Trump n'a pas vraiment une tête pour la politique. Il a un flair pour la politique. Et je pense qu'il a réalisé, avant tout le monde, qu'une grande partie du public, je ne parle pas ici des jeunes sur les campus universitaires, mais plutôt des gens de la classe ouvrière, y compris beaucoup de vétérans, étaient vraiment fondamentalement fatigués des guerres sans fin. J'enseigne dans le sud de l'Arizona, où il y a une forte présence militaire. J'ai beaucoup de personnel militaire là-bas. Au fil des années, dans mes cours, vraiment sur des décennies, j'ai vu après la guerre contre le terrorisme que beaucoup de personnel militaire étaient profondément aliénés par l'idée d'intervention à l'étranger parce qu'ils sentaient qu'on leur avait menti et ils pensaient fondamentalement que tout cela, la guerre contre le terrorisme en particulier, était un prétexte pour l'expansion américaine à l'étranger. Ce qui bien sûr est exactement ce que c'était. J'ai épousé un étudiant qui était dans la marine, qui était, vous savez, un type patriote à l'origine. Il me demandait si je pouvais lui donner des livres sur Karl Marx. C'est à quel point il était aliéné. Et je pense que Trump a réalisé qu'il y avait un certain sentiment anti-interventionniste dans le public. Et il l'a compris, je pense, avant presque tout le monde. Et donc, je pense que ses instincts ne sont pas de commencer de nouvelles guerres, et peut-être même de réduire celles qui existent actuellement. Cela ne fait pas de lui une personne sympathique, et cela ne signifie pas qu'il va faire des choses positives au Moyen-Orient. Je pense, malheureusement, que le Moyen-Orient sera tout aussi désagréable et favorable à Israël et aux choses désagréables qu'Israël fait, comme l'était Biden. Mais en Ukraine, je pense qu'il y a vraiment une possibilité. Trump peut faire ce que les démocrates n'auraient jamais pu faire, c'est-à-dire vraiment mettre fin à cette guerre et peut-être empêcher de nouvelles itérations de l'Ukraine à l'avenir. Oui, espérons-le. Je voulais vous poser des questions sur le sujet du néoconservatisme main dans la main avec l'idéalisme, car il y a un travail intéressant réalisé par un universitaire américain, John Harris. Il a écrit « L'internationalisme idéaliste et le dilemme de sécurité ». Et il a souligné que le problème clé de cette approche idéaliste ou internationaliste était qu'elle rejetait effectivement, sous toute valeur internationaliste bienveillante, le principe de souveraineté. Par exemple, il a évoqué la Révolution française, qui était censée créer une fraternité des nations et la paix. Mais peu de temps après, en 1792, la Convention nationale française a déclaré qu'elle viendrait en aide à tous les peuples cherchant à recouvrer leur liberté. Et donc, au nom de la liberté, cela invite essentiellement à l'invasion. Et il a également établi des parallèles avec les bolcheviks, car ils allaient initialement suspendre, vous savez, tout besoin d'une politique étrangère. Ils pensaient, nous allons juste faire une révolution, et ensuite vous verrez notre pacifisme. Mais au lieu de cela, en 1917, ils ont déjà déclaré qu'ils avaient le devoir, en effet non seulement le droit, mais la responsabilité de recourir à la résistance armée si cela était nécessaire pour aider les prolétariats combattants d'autres pays. Donc soudainement, ce qui était censé être l'idéologie ou l'idéalisme de la liberté humaine
a ensuite été militarisé pour signifier l'expansionnisme. Il semble que c'est un peu la direction que nous avons prise, surtout après la guerre froide également, qui est la démocratie et les droits de l'homme créent la paix. Maintenant, nous allons la porter au monde. Et encore, tout le principe, même si cela ne serait pas assez déstabilisant, tout le principe selon lequel c'est ce qui motive le comportement des États, la diffusion des valeurs et de l'idéalisme, devient, disons, naïf, je pense. Mais je suppose que ma dernière question serait: comment voyez-vous l'évolution de ce néoconservatisme et de cet interventionnisme humanitaire? Avons-nous atteint son apogée? La multipolarité en réduira-t-elle une partie en imposant des contraintes ou j'aimerais le penser. Mais d'un autre côté, je vois maintenant l'Europe engloutie par des dirigeants que l'on pourrait qualifier de bellicistes, qui sont incroyablement sûrs d'eux, qui ne doutent pas qu'ils ont la supériorité morale en tout. Donc j'aimerais être optimiste, mais je suis partagé parce que la réalité ne reflète pas ce que je m'attendrais à voir se produire à ce stade. Mon point de vue à ce sujet en termes de motivation. La question, je pense que l'une des questions que vous posez est dans quelle mesure un idéalisme authentique, bien que peut-être mal avisé, était à l'origine du problème. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que, pour la plupart, les droits de l'homme ont été utilisés, du moins certainement au début, et en réalité tout au long, de manière très cynique, pour justifier un objectif orienté vers le pouvoir et, dans une certaine mesure, orienté matériellement. Et je dis cela parce que j'ai consulté beaucoup d'archives. Je suis historien. Nous utilisons des archives. À l'université de Stanford, il y a un grand nombre de documents que j'ai examinés très attentivement par les néoconservateurs. Un groupe particulier, appelé le Comité sur le danger présent, qui était en quelque sorte un groupe de pression néoconservateur, plaidant pour une expansion majeure de la puissance militaire américaine et l'intervention américaine à l'étranger. J'ai examiné leurs documents très attentivement, et ma conclusion est que le pouvoir était vraiment ce qui les intéressait. Le pouvoir et l'avancement des intérêts acquis qui les soutenaient. Ils voyaient les droits de l'homme comme un véhicule rhétorique utile pour atteindre cet objectif, comme une sorte de manœuvre de relations publiques de leur part. Et certainement, au début, je ne pense pas que c'était plus que cela. Et je pense qu'en fin de compte, ce n'était jamais vraiment le motif principal ici. Le motif principal était la projection de la puissance américaine à l'étranger, et c'était en soi l'objectif principal. Il fallait avoir une rationalisation. Il ne suffit pas de dire que nous voulons le pouvoir parce que nous aimons le pouvoir, ou parce que cela profite au complexe militaro-industriel. Le public, du moins, n'est pas assez cynique pour vraiment adhérer à ce genre de choses. Oh, j'admets en fait que Trump fait parfois référence à ce genre de rhétorique dans ses discours. Trump est peut-être une exception. Mais de manière générale, il faut avoir une justification de principe pour tout ce que l'on fait en public. Ils ont donc trouvé une justification de principe, même si elle était insincère, et je pense qu'elle était insincère. C'était leur arme secrète depuis le début. Et c'est toujours leur arme secrète. Je pense qu'en termes de déroulement, la principale considération ici est le bilan. Et le bilan des 25 dernières années a été désastreux. Nous avons eu une guerre après l'autre, justifiée pour la plupart par des raisons humanitaires, et cela a produit une catastrophe humanitaire. Il y a eu l'Irak, qui a tué environ 1 million de personnes pour rien, semble-t-il. Il y a eu, vous savez, l'Afghanistan. Les talibans sont maintenant de retour au pouvoir après 20 ans, et peut-être des centaines de milliers de morts là-bas aussi. Il y a eu le renversement de Kadhafi. Encore une fois, cela a déstabilisé l'ensemble de l'Afrique du Nord. Il y a eu le renversement d'Assad maintenant, ce qui va probablement déstabiliser la Syrie.
nous voyons déjà les premières phases de cette déstabilisation. Syria, we're already seeing the beginning phases of that destabilization. It always makes the situation worse, is what it does. In humanity, Cela aggrave toujours la situation en termes humanitaires. Les personnes même que nous sommes censés libérer, femmes, enfants et peut-être les homosexuels et autres, ces personnes sont tuées par l'intervention humanitaire. Et n'oublions pas, ces choses sont incroyablement coûteuses. La guerre contre le terrorisme à elle seule a coûté. Je crois que l'université Brown calcule les chiffres. Le chiffre que j'ai en tête est d'au moins 5 000 milliards de dollars. C'est nettement plus élevé, le coût à long terme de la guerre contre le terrorisme. C'est plus élevé que le PIB de la Grande-Bretagne. Imaginez simplement quels merveilleux projets humanitaires, de vrais projets humanitaires, nous aurions pu réaliser avec 5 000 milliards de dollars. we could have done with $5 trillion. Imagine how we could have improved people's lives all over. Imaginez comment nous aurions pu améliorer la vie des gens partout dans le monde avec cet argent. Au lieu de cela, nous l'avons simplement jeté par les fenêtres sans rien à montrer, si ce n'est un nombre énorme de morts pour rien. Donc, je pense que j'espère, et j'essaye d'éviter de me bercer d'illusions. J'ai renoncé à l'idée de me bercer d'illusions. Cela ne vaut tout simplement pas l'effort. J'espère donc que je ne me berce pas d'illusions ici. Mais peut-être que ce que nous verrons, c'est peut-être la fin de cette ligne d'argumentation. Le fait que nous ayons encore une fois été promis une grande victoire contre ce dictateur fasciste maléfique, Vladimir Poutine, qui opprime les femmes, qui opprime toutes sortes de personnes, qui fait toutes sortes de mauvaises choses. Who does all sorts of bad things. And we're going to preserve democracy and Et nous allons préserver la démocratie et toutes ces choses merveilleuses. we're going to see what Quoi qu'il en soit, nous allons voir quel désastre cela représente. Et nous allons perdre la guerre, sans rien à montrer, à part beaucoup de corps morts, une immense quantité de gaspillage et des niveaux de vie inférieurs. Et en Allemagne, probablement, la désindustrialisation. Ce serait irréversible. Et je pense qu'une fois que le public réalisera cela, réalisera à quel point ils ont été dupés et l'ampleur de cette duperie, j'espère que cela changera fondamentalement la rhétorique. Et ils réaliseront également que les personnes qui les ont dirigés sont des personnes extrêmement peu talentueuses. are extremely untalented people. And in the United States, there's so much of a tendency. Et aux États-Unis, il y a tellement une tendance à regarder quelqu'un comme, disons, Anthony Blinken, qui a un diplôme de Harvard, il a un diplôme de Columbia, à regarder ses qualifications sur papier, et il doit être un génie. Et il n'est clairement pas un génie. Quiconque doute de son manque de talent devrait examiner le bilan de ce qui s'est passé lors de notre évacuation d'Afghanistan. Regardez certaines des vidéos de notre évacuation de Kaboul et à quel point cela a été désastreux. Ce n'était pas une opération efficace menée par des personnes talentueuses. C'était de l'incompétence. Et donc je pense que ce que nous avons ici, c'est vraiment la médiocrité qui nous dirige. Et je pense que le public finira par s'en rendre compte. Du moins, c'est mon espoir. I think the public will finally come to see that. At least that's my hope. No, definitely some, terrible. Non, certainement des dirigeants terribles. Mais vous avez probablement raison sur le fait que les intentions initiales ici étaient le pouvoir. Parce que Paul Wolfowitz, bien sûr, a participé à cette directive de planification de la défense en 92. Il était également l'un des membres fondateurs du projet pour un nouveau siècle américain. Je suppose que si vous parcourez les documents ou les déclarations, il est assez clair que l'objectif là-bas, comme le nom le suggère, de s'assurer que ce siècle à venir, encore une fois, établi à la fin des années 90, appartiendrait aux États-Unis, et de plaider pour une politique étrangère très énergique et militariste afin d'atteindre cet objectif. Mais je pense que cela s'essoufflerait à ce stade si les gens voient à travers la rhétorique. Et quelque chose, je pense, va craquer en Europe aussi. Il y a quelque chose de très sombre juste sur les questions actuelles lorsque Trump poussait pour un cessez-le-feu. When Trump was pushing for ceasefire, first the Europeans were, very. D'abord, les Européens étaient, vous savez, très réticents à l'idée. Mais ensuite, quand ils ont entendu qu'il s'agissait d'un cessez-le-feu,
et que très probablement, les Russes n'accepteraient pas un cessez-le-feu sans un règlement politique, il y a eu un peu d'excitation. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Et puis vous voyez tous les gros titres. Si Poutine n'accepte pas un cessez-le-feu, Trump doit exercer une pression maximale. Alors, rejoignons à nouveau le camp de la guerre. Oui, c'est très triste que ce soit la seule mélodie que nous ayons à jouer. Et j'aimerais aussi voir de meilleurs dirigeants qui ont une meilleure compréhension de l'histoire. À part, encore une fois, la seule page de leur livre d'histoire semble être la Seconde Guerre mondiale et Hitler. Ils ne passent jamais une phrase sans faire référence à Hitler. C'est très triste. C'est l'étendue des analogies historiques. Mais oui, nous y sommes. Quoi qu'il en soit, professeur Gibbs, merci beaucoup pour votre temps. J'espère pouvoir vous parler à nouveau à l'avenir. Oui, ça a été un plaisir. Merci, m'avoir vu.